de m'avoir invitée. Moi, je suis Agnès Clément, donc je suis professeure de formation musicale. Je travaille dans le champ du handicap depuis maintenant presque une bonne vingtaine d'années. J'ai une expertise en tant que référente handicap dans les établissements d'enseignement artistique, puisque j'ai été bêta-testeur pour Mèche dans le Val d'Oise. Et actuellement, je suis personne ressource auprès de cette association. Je suis sollicitée par les parents, par les élèves adultes, par les qui sont en situation de handicap, par les enseignants, par les référents handicap. Et puis, j'anime aussi des webinaires, des rencontres professionnelles. Et je fais aussi des formations sur ce qui est notre expertise, le référent handicap, mais aussi sur les troubles qu'on appelait avant les troubles 10, maintenant ça a un peu changé, sur l'AFM adapté et comment est-ce qu'on peut faire pour répondre à cette loi de 2005 qui est la loi pour permettre un accès à tous. Et justement, avec ce changement de paradigme qui dit que c'est à l'environnement de s'adapter et que donc pour essayer de répondre au plus grand nombre, on va essayer de ne pas s'épuiser et de proposer des choses qui soient possibles. Ou s'il doit y avoir quelqu'un qui a un micro ouvert. C'est OK. Merci beaucoup. Donc, j'ai deux écrans, donc c'est pas que je vous regarde plus, mais c'est que il faut que je change le. euh, Pourquoi est-ce que j'arrive plus à changer? Voilà, exactement. De quoi on va parler aujourd'hui? Ben, on va parler de, on va essayer de changer aussi notre vision des choses. On va pas se centrer sur quels sont les problèmes qui sont liés aux difficultés de comportement, aux problèmes de comportement, mais plutôt comment est-ce qu'on peut analyser ce qui relève d'une fonction, hein. Le comportement, c'est une fonction, ça a un but, et comment est-ce qu'on peut accompagner les besoins qui sont sous-jacents à ce but pour pouvoir répondre au mieux et éteindre ces comportements qui sont compliqués. Donc, je vais d'abord faire une brève définition de ce que c'est qu'un comportement, pourquoi il se produit, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place, quelles clés pour répondre à cette crise, et puis quelques outils pratiques et ressources. J'ai prévu un temps de questions à la fin, mais vraiment, vous n'hésitez pas à poser vos questions, et puis Jimena va se faire fort de les lire et de m'interpeller si le cas échéant pour vous donner la parole. Donc ça, c'est une chose. Donc, on va d'abord dire finalement qu'est-ce que c'est qu'un handicap, qu'est-ce que c'est qu'un comportement, et ça c'est au-delà d'une situation de handicap. Un comportement, c'est forcément une réaction plus ou moins adaptée à son environnement. Et tout comportement a des manifestations. Alors ce qui est important, c'est que les manifestations de ce comportement, elles doivent être observables. Ça veut dire qu'on peut les voir, on peut les identifier, on peut les décrire. Il doit être mesurable. On doit pouvoir évaluer combien de temps ça dure, combien de fois ça revient, quelle est son intensité. Et il doit être spécifique. Et spécifique, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir être partagé avec d'autres. C'est-à-dire que si je vous le décris, vous savez me comprendre. Je vous donne un exemple. Si je vous dis, euh, par exemple, j'ai observé que cet enfant-là sourit beaucoup ou pleure beaucoup, cet enfant-là me regarde, c'est observable, je peux le décrire, il est mesurable, je peux dire combien de fois il a tapé sur la table. Il est spécifique parce que chacun peut se représenter ce comportement-là. En revanche, si je vous dis, eh ben, cet élève, il est gentil, ou alors cet élève, il est obéissant, ben ça, c'est pas vraiment observable parce qu'on a ces sujets à interprétation, ces fonctions de vous, de vos attendus, ça peut pas être mesurable. Donc il y a trop de place à l'interprétation personnelle. Et suivant que vous avez peut-être moins bien ou mieux dormi, vous êtes plus à même d'accepter des choses. Donc en fait, quand on va parler de comportement, il faut vraiment qu'on garde ça en tête pour que ce soit le plus objectif possible pour éviter toute subjectivité. Donc maintenant, on va passer à, une fois que la définition est posée, on va passer à finalement quelles sont les manifestations des difficultés à expression comportementale. C'est vrai que en, euh, par raccourci, on dit
les comportements, alors il y a plein de façons de dire, hein. Il y a des troubles du comportement, des comportements des filles, c'est pas tout à fait les mêmes définitions, mais moi j'aime bien cette idée de euh, euh, utiliser des difficultés qui s'expriment à travers des comportements. Parce que déjà, on sait de quoi on parle. Euh, on parle toujours d'un comportement inadapté dans un contexte donné, hein. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, un comportement c'est dans un contexte, mais là plus encore, nous, dans le cadre des cours, qui peut conduire à une mise en danger de soi, d'autrui ou même du matériel, hein. Il y a parfois, vous verrez en fin de présentation, je vous parlerai des crises qui peuvent survenir avec des comportements qui sont très inadaptés. Ça limite donc pour les personnes, ça limite les interactions sociales. Et notre sujet du webinaire aujourd'hui, c'est bien dans le cadre de cours collectifs. Parce qu'en cours individuel, ça semble moins problématique. Vous savez, en tant que pédagogue, mieux vous adapter. Et donc, vous rencontrez moins de difficultés à cet endroit-là. C'est plutôt les cours collectifs qui ont des difficultés. Et évidemment, s'il y a des limitations sociales, s'il y a des mises en danger, et ben forcément, ça a un retentissement sur les apprentissages. Et, euh, donc, on dit que ce sont des comportements inadaptés. Vous voyez l'infographique qu'a mis ma collègue, qu'a trouvé ma collègue pour illustrer ça. Donc, ces comportements difficiles, ils sont susceptibles de se présenter sous différentes formes. Mais attention, tous les comportements ne relèvent pas de difficultés. Par exemple, si je vous dis cet élève-là a beaucoup d'humour, il comprend bien le second degré, on voit bien que c'est pas une manifestation de difficulté. Quand un élève, alors plus tendancieux, quand un élève réagit mal à une injustice, on ne peut pas parler d'une difficulté, l'expression d'un comportement difficile. C'est plutôt la situation qui est compliquée, mais c'est assez normal. C'est pas une manifestation d'une difficulté de l'élève. Un élève aussi qui pose des questions fréquentes, c'est pas un problème de comportement, c'est qu'il est intéressé. Il faut plutôt s'appuyer là-dessus. En revanche, si vous voyez qu'il y a une faible tolérance à la frustration, alors je ne sais plus comment ça s'affiche chez moi. Attendez, je vous montre. Oups, j'ai perdu. Voilà. Si vous voyez de l'impulsivité, si vous voyez des difficultés à attendre son tour, une forte excitation, de l'exubérance, qui n'est pas la même chose que de poser des questions. L'élève qui a des difficultés pour s'adapter, quand il y a des changements, qui peut se mettre en danger, tout ça, ce sont des comportements qui sont les grandes catégories qui nous interpellent et qui peuvent être problématiques. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on interrompt, quand on est très impulsif, euh, on pose des questions hors sujet ou on commence une activité sans attendre les instructions. Vous avez cet élève, vous posez la question, vous n'avez pas fini de poser la question, que déjà, enfin moi en FM en tout cas, déjà il est dans la réponse, ou alors il y a de l'agitation physique, ou alors il tripote sa trousse, ou alors il n'est pas concentré sur sa tâche très longtemps, il a des mouvements incessants, ou alors il s'oppose, il commence à dire que non, il veut pas faire, ou alors au contraire il se retire et il refuse de parler. Il y a des élèves pour qui des enseignants m'interpellent en tant que référente handicap en me disant mais je l'entends pas cet élève-là. Et ce qui est un peu compliqué en formation musicale, c'est qu'il ne veut pas chanter, par exemple. Donc, il va falloir, c'est un comportement qui relève d'une difficulté. Puis, il y a des élèves qui ont des crises émotionnelles fortes, hein, suite à des frustrations, qui peuvent du coup se montrer agressifs. Et puis, évidemment, pour les élèves qui ont un trouble du spectre de l'autisme, parfois des gestes ou des comportements répétitifs ou stéréotypés qui peuvent, le cas échéant, être très impactants dans nos apprentissages. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que toutes ces difficultés à expression comportementale sont liées. Alors là, je vais faire un tout petit peu de théorie. Sont toutes liées à des problèmes des fonctions cognitives. Et plus particulièrement dans le cortex frontal, on a ce qu'on appelle les fonctions exécutives. J'espère que je ne vais pas perdre tout le monde. En tout état de cause,
si c'est pas géré, ça va perturber le groupe, ça va entraver les apprentissages et puis même, le cas échéant, une mise en danger d'autrui. Donc je vais vous montrer un peu ce que sont que les fonctions cognitives. Nous sommes musiciens, donc on vous a trouvé une infographie avec le chef d'orchestre. Il n'y a pas de... euh, comment dit-on? Euh, il n'y a pas de consensus sur le nombre de fonctions exécutives. Il y en a qui sont plus importantes que d'autres. Et les 6 que je vous ai mises, enfin qui sont là, je trouve qu'elles sont très importantes et je vais vous les transcrire en... Est-ce que vous voyez ma flèche quand je me mets là ou pas du tout? Nickel. On va commencer, on va tourner par là. Donc la flexibilité cognitive est indispensable pour le travail, hein, pour nous en termes d'apprentissage, parce que c'est la difficulté, si on a une faible flexibilité cognitive, on a une difficulté de passer d'une tâche à l'autre, ou d'accepter les changements, ou d'accepter, oui c'est ça, d'accepter les changements. Par exemple, c'est l'élève qui va, s'il loupe la dernière note de sa première mesure, et ben il va refaire toujours la première mesure, alors qu'il peut y avoir des stratégies qui sont beaucoup plus pertinentes que de refaire toujours la première mesure. Après, le deuxième, c'est la mémoire de travail. C'est une mémoire qui est à très très court terme et qui a très peu de... qui peut traiter peu d'informations. Cette mémoire de travail, elle sert, quand vous faites des mathématiques, par exemple, à vous dire que 2 plus 4, c'est combien? Ben, vous avez dans votre tête, vous avez 2, vous avez l'addition, vous avez 4, et vous manipulez ces concepts-là. Ben, c'est pareil aussi quand vous avez combien de dièses à la clé, en quelle tonalité on est. Et donc là, il faut mémoriser les dièses, savoir dans quel ordre c'est, savoir quel est le principe pour trouver que le dernier dièse, on monte d'un demi-ton, etc. Donc, quand on a des difficultés de mémoire de travail, par exemple pour un relevé rythmique, c'est très très compliqué. L'élève, il a du mal à avoir, vous savez, c'est quand moi j'étais jeune, c'est 2 mesures, 3 fois plus un enchaînement, etc. Mais l'élève qui a des difficultés de mémoire de travail, il va avoir énormément de mal, il va faire un temps après l'autre, il peut pas avoir une vision globale de la chose, ce qui est quand même un peu problématique. Donc il se retrouve perdu, frustré, et ça peut engendrer des comportements compliqués. Après, l'inhibition, quand on a une inhibition déficiente, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'élève qui parle beaucoup, même quand on demande de silence, qui commence à jouer le morceau sans qu'on lui ait demandé de jouer. Hein, vous voyez, vous êtes à l'orchestre et puis vous avez toujours le petit flûtiste qui commence avant tout le monde. Vous n'avez même pas vous êtes même pas prêt, et donc ça c'est très compliqué. Et du coup, il se met en colère. Après, il boude parce qu'il dit on veut jamais m'écouter. Enfin bon, voilà, c'est le peu de gens que je vois, il y en a qui opinent du bonnet, donc je pense que ça vous parle, ce genre de choses. Après, on a des problèmes de planification et ça aussi d'organisation. Des élèves qui peuvent avoir du mal à suivre les étapes d'une tâche complexe. Si je reviens à mon histoire de trouver des tonalités dans une gamme donnée, quand ils sont un peu plus grands, on leur demande de savoir si c'est une gamme majeure, une gamme mineure, et donc il y a un certain nombre de process à mettre en place. Et ce process-là, s'ils ont des problèmes de planification, alors s'ils ne sont pas accompagnés, ils vont se sentir nuls, ils vont se sentir submergés, ils vont préférer faire de l'opposition plutôt que plutôt que d'essayer de se mettre à la tâche. Des régulations émotionnelles, quand ils sont très frustrés, hein, c'est par exemple quelque chose qui nous semble relativement anodin, peut engendrer une réaction disproportionnée chez l'élève, et du coup il peut se mettre à pleurer. Ça vous est sûrement arrivé, vous êtes dans un groupe, puis vous faites une réflexion, tout d'un coup vous voyez un gamin s'effondrer, et c'est un peu compliqué parce que vous avez pas forcément la conscience de ce qui a été l'objet de sa difficulté. Et puis bien sûr les problèmes d'attention. Alors des élèves qui ont une grande distractibilité. Si vous avez le camion poubelle qui passe dans la rue, tout de suite, même s'il était focusé et qu'il était vraiment en train d'écouter, on fait une analyse auditive, il était en train d'essayer d'écouter la basse, savoir quel était l'instrument qui jouait la basse, le camion poubelle passe parce que c'est l'heure dans votre cours, et ben c'est fini, vous l'avez perdu parce il est en train de penser à autre chose. Donc toutes ces fonctions exécutives, quand c'est dysfonctionnant, et on n'est pas besoin d'être en situation de handicap pour se retrouver parfois avec des difficultés de fonctions exécutives, euh,
ça va avoir un impact sur les apprentissages et ça va avoir un impact sur les comportements. Il y a un modèle qui a été fait, je ne sais plus si je vais réussir, voilà. Il y a un modèle qui a été proposé pour parler de ces comportements. Attendez, je regarde l'heure. Oh, mais je suis large, je peux ralentir un peu ma façon de parler. J'ai très très peur de ne pas pouvoir vous dire tout ce que j'ai envie de vous dire. Donc, si vous trouvez que je parle trop vite, surtout vous n'hésitez pas à me le dire. Donc, euh, on doit d'abord s'assurer que quand il y a un comportement, enfin des difficultés qui sont exprimées par un comportement qui est inadapté, il faut d'abord s'assurer qu'il n'y ait pas de cause somatique, hein. C'est-à-dire que l'élève n'ait pas faim. Si vous êtes à 6 heures du soir, qu'il est sorti à 5 heures du lycée, mais qu'il n'a pas à manger, on a tous besoin d'énergie, donc ça peut être compliqué. Il peut être très fatigué parce que cette nuit-là, il a mal dormi. Il peut avoir de la fièvre, l'élève, il peut avoir une indigestion. Enfin bref, il y a plein de, il y a plein de possibilités qui font que le comportement va être inadapté et c'est pas forcément il faut déjà éliminer toutes ces causes somatiques. C'est vrai que quand ils sont petits et quand ils ont cours après une journée de cours, je me permets de dire aux parents qu'il faut vraiment qu'ils aient un goûter parce que sinon les apprentissages peuvent pas avoir lieu, ils sont pas disponibles pour ça. En... Donc il y a un modèle qui est, alors je vous l'ai mis en anglais, c'est-à-dire antécédent behavior, c'est-à-dire le comportement et les conséquences, mais Franck Ramu, dont je vous parlerai tout à l'heure, parle aussi de ACC, antécédent, comportement, conséquences. Donc parfois je dis ABC, parfois je dis ACC, de toute façon c'est la même chose. C'est montrer comment de façon schématique on peut identifier les antécédents à un comportement, les conséquences que ça engendre, et surtout ce qui est important, c'est que les conséquences peuvent engendrer de nouveaux comportements. Et c'est là où on peut avoir une action, c'est que parfois, les conséquences qu'on donne à un comportement vont, vont appuyer, au lieu d'éteindre ce comportement qui pose un problème, vont au contraire comment on appelle ça? Le renforcer. Exactement. Le renforcer. Donc, oups, c'est pas dans ce sens-là. Donc, un comportement, on a vu tout à l'heure, il est fonction de son contexte d'apparition, hein. On l'a vu tout à l'heure. Les éléments, l'antécédent et les conséquences, ils ont forcément une influence sur le comportement, c'est ce que je viens de vous dire. Il y a une boucle de rétroaction entre la conséquence et le comportement. Donc, cette boucle de rétroaction, il faut vraiment qu'on en soit conscient euh, pour renforcer par notre réponse un comportement inadapté. La bonne nouvelle, c'est que les comportements adaptés, ça s'apprend. Donc ça, c'est plutôt bien et c'est ça que je vais essayer de vous amener tout au long de cette matinée. C'est OK pour vous? J'ai vu qu'il y a déjà... Non, c'est bon, Oui, il n'y a pas oui, de non, questions des particulières. interventions en Très bien. relation Excusez-moi, j'ai au vu passer rythme, des tout choses va que j'ai pas regardées. bien, et D'accord. qu'on a envie d'avoir les supports, ce qu'on Oui, avait évoqué. vous aurez le support. De toute façon, il est estampillé mèche. Si vous voulez l'utiliser à d'autres fins, il faut que vous nous en demandiez l'autorisation. Mais ce sont des choses à chaque fois. Sur le support, vous allez avoir des liens. À chaque fois, je mets des infographies. Je cite d'où ça vient. Et à la fin, vous aurez aussi une bibliographie et des liens pour aller chercher, pour aller plus loin. Si vous avez plein de temps, si vous êtes en vacances, bientôt en vacances, vous n'hésiterez pas à aller regarder plus loin. En tout état de cause, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui se passe avant, ce qui est déclencheur, en fait, va pouvoir nous permettre d'expliquer un petit peu pourquoi il y a un comportement, pourquoi il y a cette manifestation-là. Parce que, en fait, chaque comportement, et comme un dessin vaut mieux que 1000 mots, on vous a trouvé une infographie. Quand on a un comportement, c'est pour obtenir quelque chose. Chaque comportement a une fonction qui peut varier suivant les individus. On peut, voyez, par exemple, cette petite fille à la cantine, elle parle très très fort, et donc la personne d'à côté lui donne un coup. L'enseignant il dit emmenez-le, ah ben, ça doit être un internat, emmenez-le dans sa chambre. Et l'enfant est dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il a obtenu? Il a obtenu quelque chose, d'éviter quelque chose de désagréable. C'était pas pour obtenir, pour faire mal à quelqu'un, mais c'était pour s'éviter à lui une situation qui était très inconfortable.
Donc on y reviendra tout à l'heure aussi. Ce qui est important, c'est de cerner dans les antécédents qu'est-ce qui aurait pu euh, expliquer le comportement pour savoir sur quoi on va pouvoir travailler. On va voir qu'on peut travailler sur les antécédents, sur les comportements et sur les conséquences, mais l'important, c'est de voir assez rapidement quelles sont les fonctions de ce comportement. Est-ce que c'est pour obtenir quelque chose de désirable, hein, ça peut être pour obtenir à manger, ok, c'est pour obtenir, quand un élève passe son temps à, à interpeller l'enseignant, parfois, c'est pour obtenir quelque chose de désirable, c'est-à-dire l'attention de l'enseignant. Mais parfois, celui qui parle tout le temps, c'est aussi pour que l'enseignant dise j'en ai assez, tu vas aller te reposer 5 minutes dans le couloir parce que j'en peux plus. Et du coup, il aura évité de passer la lecture de notes. Vous voyez qu'un même comportement, il faut étudier l'antécédent pour savoir exactement comment est-ce qu'on va pouvoir agir. Parce que on n'a pas du tout la même réponse. Si on le fait sortir systématiquement à chaque fois qu'il vous interrompt, on renforce le fait qu'il sait comment éviter la lecture de notes. Et donc on aura tout perdu. Enfin, on aura moins gagné en tout état de cause. Je vous propose un petit extrait d'une vieille vidéo de Demos. Vous allez me dire si vous entendez bien le son. Je suis partie dans l'autre sens. D'une vidéo de Demos d'un petit garçon. Vous allez sûrement reconnaître peut-être des élèves. Parmi eux, Zacharia, 8 ans, le plus jeune du groupe, mais aussi le plus turbulent. Elle a dit, maman, elle a dit, ça commence maintenant. Maintenant, je lui ai dit, moi, c'est qu'elle ira attendre. Bon, vous prenez le Haydn, on va faire le Haydn. Mais on va faire les trois. Et là, je suis en train de parler, là. J'aimerais bien faire un petit silence, s'il vous plaît. Tiens, un peu de bonne volonté et ça ira très bien. D'accord ? En général, quand Vincent, le professeur d'alto, demande le silence, tous les enfants obéissent. Tous, sauf Zacharia. On y va, grand port de Kiev. Zacharia, arrête de tout commenter, s'il te plaît. Je viens de te le dire. Le jour où tu joueras tout vraiment très bien, là, tu pourras vraiment dire quelque chose. Maintenant, on fait Asna. Je le fais après. On va Mais reprendre attends, la mesure 67. regarde bien ce que tu vas faire après parce que tu vas le faire après. 67. Mais arrête, Zacharia, vraiment, arrête. Vincent est contrarié. Zacharia dérange le groupe et ne progresse pas suffisamment. Voilà, je vous laisse le lien sur YouTube, vous pourrez aller regarder la suite et il n'y a pas que Zacharia aussi. Mais vous voyez bien que euh, dans les antécédents qui ont été montrés là, on voit bien que il y a une boucle d'interaction qui fait que Zacharia, il monte en puissance. Je ne sais pas si vous avez vu, Vincent donne des consignes, mais... Mais très vite, il est exaspéré parce que Zacharia intervient. Alors que je ne sais pas si vous avez remarqué, qu'est-ce qu'il a fait Zacharia qu'est-ce qu'il faisait? Attendez, je ne me souviens plus. Il donnait, voilà, il chantait. Tout le monde écoutait, mais lui, il chantait en même temps. Mais qu'est-ce qu'il a chanté? Il a chanté exactement ce qui allait être joué et il l'a chanté très juste. Donc on peut imaginer, je vous en reparlerai tout à l'heure, qu'on puisse s'appuyer sur Zacharia, c'est super, on ignore tout ce qui est dérangeant et on appuie sur ce qui fonctionne. Est-ce que tu peux nous le rechanter, Zacharia? Et c'est pas magique, c'est pas dès la première fois, mais on voit qu'on peut éteindre les situations compliquées. D'autant que dans les consignes, dans les antécédents, Vincent ne dit pas explicitement ce qu'il attend de Zacharia ou des autres. Et donc il lui demande de deviner ce qu'il faut qu'il fasse pas et ce qu'il faut qu'il fasse. Donc ça aussi c'est compliqué. Alors que Zacharia, il a l'air d'être quand même sacrément investi, puisque vous voyez, il joue, il a mis ses pistes au bon endroit, et évidemment, il trouve que ça va peut-être pas assez vite, ou que ça va trop vite, mais c'est pas vraiment pour... il est quand même dans le move, il est quand même il est quand même avec les autres, et il est quand même en train de faire de la musique. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour que des élèves comme Zacharia trouvent leur place sans déranger le groupe, mais que chacun se sente entendu?
Donc, je vous l'ai redit tout à l'heure, hein, on est là, un comportement, c'est là pour obtenir quelque chose avec des conséquences positives ou des conséquences négatives. Peut-être une des choses, c'est que Zacharia voudrait qu'on s'intéresse à lui et que là, du coup, il a tout gagné puisque Vincent ne s'occupe que de lui. On ne parle que de lui. À la suite, vous verrez, Zacharia, il fait le pitre, ils sont en répétition en semi-général, et il y a un autre prof qui est là, et Zacharia est complètement perdu, et du coup, il est pas présent. Et là, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut éviter d'avoir à se mettre à la tâche parce qu'il est complètement perdu. Et on lui a pas appris que s'il est perdu, il vaut mieux qu'il demande plutôt que de mettre le souk. Vous voyez, c'est des tout petits trucs comme ça qui font que les choses peuvent effectivement changer. Donc, comment modifier les comportements? Ben, bien sûr, en tenant compte du contexte. Donc, ce qu'il y a de... oh là. Voilà, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut agir, ce que je vous disais, sur les antécédents, sur les comportements et sur les conséquences. On va d'abord s'intéresser aux antécédents. Jouer, ce qui est important, c'est d'intervenir de façon préventive. On peut intervenir sur le rythme de la séance, sur anticiper les situations sociales qui vont être complexes, aider à la gestion des émotions, rendre l'enseignement explicite, et là je ferai un focus vraiment dessus, être attentif à l'environnement sensoriel. S'il y a trop de lumière, s'il y a trop de son, vous allez perdre des élèves. Donc il faut établir une relation de confiance avec les élèves, il faut créer un environnement sécurisant, ordonné et surtout prévisible. Vous vous souvenez, pour soutenir les fonctions exécutives, moins moins on fait appel à la planification, plus on aura de chance de soutenir tout le monde, effectivement encadrer les élèves, mais encadrer les élèves, ça veut dire aussi, et je reviens à cette idée d'enseignement explicite, c'est-à-dire leur dire ce qu'on attend d'eux, organiser la classe, ne serait-ce que du point de vue de la gestion de l'espace, et puis voilà, l'enseignement explicite. Après, je voudrais que on regarde plutôt comment on peut jouer sur les conséquences. Alors sur les conséquences, ce que je vous disais tout à l'heure avec Zacharia, c'est beaucoup plus pertinent, il y a plein d'études scientifiques qui ont montré ça, qu'il vaut mieux valoriser les comportements attendus que de pointer les comportements inattendus. D'abord parce que y a plusieurs choses. D'abord parce que l'élève, il ne sait pas forcément, ça s'apprend un comportement. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ça qui est bien. Mais pour apprendre un comportement, il faut qu'on vous l'ait montré. Donc il faut aussi que nous, en tant qu'enseignants, on ait cette posture-là de montrer quel comportement on attend. Ça, c'est une première chose. Puis la deuxième chose, c'est que le cerveau, il comprend que les formes positives. Si vous dites et surtout ne pensez pas à la chanson J'ai du bon tabac, je pense qu'il y en a plein qui l'ont dans la tête et c'est fini. Vous ne pouvez pas vous empêcher parce que je vous ai dit j'ai du bon tabac. Donc c'est exactement pareil. Quand on dit à un enfant ne parle pas à voix haute, lui, qu'est-ce qu'il va visualiser dans son esprit? Quelqu'un qui parle fort. Alors qu'il vaut mieux lui dire, c'est le moment de chuchoter. Et là, nous, on le fait, et lui, du coup, il sait à quoi faire référence. Mais c'est des trucs tout bêtes, et on est tous, adultes comme enfants, en situation de handicap ou pas situation de handicap, on fonctionne tous pareil. Il nous faut un temps, plus ou moins long, pour comprendre que la phrase négative, il faut la retourner dans l'autre sens. Donc autant utiliser la phrase positive tout de suite. Et puis, ce que disent aussi les sciences, c'est que pour renforcer un comportement positif, ou pour faire une réflexion, il faut... Alors là, j'ai trouvé deux références. C'est entre 4 et 5 commentaires positifs pour une réprimande. C'est-à-dire que si vous voulez dire à Zacharia qui reste assis, il va falloir que vous lui disiez qu'il a chanté super juste, parce que c'est vrai, qu'il a mis ses pieds au bon moment, parce que c'était vrai, parce qu'il était prêt à la mesure 67, malgré le fait qu'il était agité. Vous voyez, ce genre de choses. Mais il faut que ce soit pas juste de circonstances, oh mais c'était très bien. Non, non, il faut que ce soit ciblé. Lui dire en quoi il a bien fait. Parce que ça permet d'engranger un cercle vertueux qui fait qu'il sait ce qu'on attend de lui et ce qui va être positif, et il a quand même l'attention de l'enseignant, même pour des choses positives. Il va donc perdre cette habitude d'interrompre, si c'est l'attention de l'enseignant qu'il veut avoir, s'il veut obtenir, il va perdre cette habitude-là.
Et en même temps, il va être plus motivé parce qu'on va relever tous les points forts qui sont les siens. Donc, gardez cette idée de 4 ou 5 commentaires positifs pour une remarque négative. Sinon, plus, ça sert à rien. C'est OK pour vous? Et puis, bien sûr, l'idée que, de toute façon, la punition, elle enseigne pas les bons comportements, hein. Elle informe elle informe pas sur le comportement désiré. Vous punissez un comportement, mais vous dites pas ce que vous attendez au regard. Donc, ça, c'est plutôt pour l'école, mais n'empêche que ça peut être important de garder ça en tête, de, de, de dire que voilà, si vraiment vous en arrivez à punir, parce que parfois ça arrive de punir les choses, de punir les élèves, c'est expliquer que voilà ce que j'attendais, ça fait déjà 3 fois que je t'ai demandé j'ai vraiment besoin qu'à cet endroit-là, tu fasses silence pour que je puisse donner ma consigne jusqu'au bout. Alors ça c'est juste plus possible. Donc tu te mets en retrait pour que je puisse donner la consigne à tout le monde. Et j'espère que tu écouteras. Et puis donc le dernier, c'est agir sur les comportements, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, apprendre en les entraînant les comportements attendus. Et ça, c'est très important et je vais vous en reparler tout à l'heure. C'est à cet endroit-là qu'il faut vraiment penser que c'est pas à l'élève de deviner les comportements attendus, mais c'est à vous de l'expliciter. Et comment vous allez faire? Vous allez dire à haute voix comme ce que vous attendez des élèves. Vous allez les faire montrer que, par exemple, Arthur, il a été super, c'est exactement ça que j'attendais. Ou toujours positif, hein, vous dites pas, mais en revanche, Gontran, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Non, vous dites pas ça. Vous cherchez les élèves qui ont le comportement adapté et vous le montrez. Et après, vous laissez les élèves tester pour être autonome là-dessus. C'est ce qu'on appelle la pratique autonome. Et tout ça, ce qui serait intéressant, c'est que vous imaginiez que vous n'allez pas vous polariser sur Zacharia parce que vous allez vous épuiser, mais que si vous pensez au préalable, attendez, je suis partie dans le mauvais sens, voilà. Si vous pensez au préalable, une intervention où vous seriez attentif à l'environnement, aux antécédents, vous seriez attentif aux situations qui pourraient poser problème, vous seriez attentif à la façon dont vous donnez vos consignes, si vous êtes attentif aussi aux rétroactions que vous donnez, au feedback, alors c'est ce qu'on appelle la réponse à l'intervention, qui parle de l'idée de la conception universelle des apprentissages, hein, qui est plutôt que de faire pour un, et d'adapter pour un, alors on pense pour tous, pour le maximum. Et vous voyez que si on pense ça, alors en fait, le modèle, il dit que si l'enseignant il s'appuie sur des stratégies efficaces de comportement, il peut répondre à 80%, il peut s'attendre à ce que 80% des élèves adoptent des comportements adaptés. Après, il y a toujours 20% des élèves pour qui c'est compliqué, qui auront plus de besoins. Alors, il y a 15% pour qui il va falloir des interventions plus ciblées, et je vous donnerai des pistes tout à l'heure. Et puis, peut-être 5% des élèves pour qui il va falloir une intervention plus individualisée. Ça peut être effectivement, et on le regardera tout à l'heure, que parfois il y a besoin d'un adulte supplémentaire pour aider cet enfant momentanément à acquérir un comportement plus adapté. Mais comme ça s'apprend, après on peut désétayer et l'adulte n'est pas obligé de rester tout le temps. Mais parfois il y a besoin d'un second adulte dans le groupe. Donc, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que on ne peut pas contrôler l'autre, on peut seulement influencer son comportement, et que pour modifier les comportements des élèves, hein, on doit être nous-mêmes au départ, on doit modifier nos propres comportements. Donc c'est l'enseignant qui est l'adulte, donc c'est notre responsabilité d'éduquer les comportements, et on a un pouvoir direct sur les élèves, hein. Si on adapte nos comportements, on enseigne des bons comportements aux élèves. Donc il faut se dire que si on pense ça au préalable, on répond à 80% des élèves, et il restera toujours peut-être un Zacharia qu'il faudra, le cas échéant, accompagner plus spécifiquement. C'est OK pour vous? Est-ce que... Pas de négation, le positif à dire le positif. Exactement. Donc c'est aussi, nous de notre côté, la façon dont on s'exprime avec les élèves.
Hein, je ne reviendrai pas parce que c'est pas le sujet sur l'impuissance apprise. On peut très très rapidement montrer à des élèves euh, qui sont nuls. Il suffit de leur montrer une ou deux fois qu'ils n'y arrivent pas et la troisième fois ils baisseront les bras. C'est aussi l'effet Pygmalion. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est que si on dit à l'enseignant, bah là, tu as un groupe super, tu vas voir, ils font des progrès super. L'enseignant va spontanément porter plus les élèves que si on lui dit, ah maintenant ce groupe-là, je suis vraiment désolé, t'as pas eu de chance, on a fait, t'as eu le bas du panier et il les accompagnera moins. Alors que c'est des expériences scientifiques qui ont même été faites sur des rats. Vous imaginez qu'on dit à des scientifiques que ces rats-là, non, ils sont super dopés, ils sont vachement bien, ils réussiront le test du labyrinthe super bien, et puis alors, vous, je suis vraiment désolée, vous avez eu le bas du panier, ils ont été cognés un peu trop près de la cage, et donc ça risque d'être compliqué. Alors que c'est les mêmes rats, ils font tous partie de la même cohorte, et les rats qui ont été vendus comme des rats plus compétents, ils ont des meilleurs résultats que les autres. Alors vous imaginez pour des enfants. Mais là, je m'éloigne. Enfin, je trouve ça relativement catastrophique. En tout état de cause, pour gérer des écarts de conduite mineurs, on peut s'approcher de l'élève, ça fait partie des interventions universelles. On peut, euh, tout en continuant d'enseigner à tous, on peut peut-être rentrer un peu dans sa bulle et le toucher par l'épaule si on s'est mis d'accord avec lui. On peut donner des directives ou des signaux non verbaux. On peut taper sur la table, on peut dire regardez-moi. Il n'y a pas besoin de rajouter du verbiage. On peut aussi ignorer l'élève, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais au contraire, tout de suite, en parallèle, renforcer l'élève qui a le comportement adapté, en disant ce serait bien qu'on fasse tous comme Arthur, ça valorise l'autre et ça montre le comportement attendu. On peut réenseigner les comportements souhaités, on peut... qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut rencontrer l'élève en individuel, mais ça, c'est des interventions plus ciblées. En tout cas, quelques petits tips. Si on veut intervenir efficacement, il faut jamais formuler une demande sous forme de question, parce que sinon vous risquez de justement que l'élève dise non. Mais si vous voulez qu'il sorte ses affaires, vous dites pas, voudrais-tu sortir tes affaires, mais sortez vos affaires s'il te plaît. Hein. Voudrais-tu sortir tes affaires s'il te plaît, plutôt que est-ce que tu voudrais sortir tes affaires? Ou alors, euh, est-ce que... Ouais, alors si ça marche pas tout à fait, vous pouvez monter un peu en puissance en disant, bah, tu dois sortir tes affaires et être au plus près possible de l'élève, mais surtout sans jamais crier. Après, on peut augmenter les données comportementales, on peut s'approcher plus, on peut, euh, on peut donner des... Je suis perdue parce que je suis en train de penser à autre chose, je vous prie de m'excuser. Je sais plus ce que j'étais en train de dire, donc on en reparlera tout à l'heure. En tout cas, si ça marche pas dans les interventions de 80%, il va falloir qu'on rentre dans les 15% et se poser la question de savoir finalement quels sont les antécédents, qu'est-ce qui a motivé l'élève à adopter ce comportement-là. Et du coup, ça va nous permettre de donner du grain à moudre pour que la prochaine fois, on rentre dans les 80%, les difficultés, les antécédents qui ont posé problème à l'élève. Et puis pour les 3%, pour le troisième étage, les 5%, le cas échéant, ça fait des conduites majeures, des problématiques majeures, c'est des crises au-delà des comportements difficiles. Et on va tout de suite parler des crises. Est-ce que ça va? C'est bon pour tout le monde? Nickel. Les crises. Je vous ai fait un joli petit dessin. C'est issu du processus de crise de Beaumont et Safanson. Il n'a pas pour l'instant... il n'a pas été remis en cause, hein, parce qu'il y a des évolutions, mais il y a un certain nombre d'étapes pour cette crise. Hein. Cette crise, c'est vraiment un cycle. Vous avez l'état calme, qui est notre état normalement ordinaire, qui nous permet d'être attentif à tout. La première chose, c'est l'état de base, c'est la phase d'apparition. Vous commencez à avoir une manifestation d'anxiété, vous voyez que le regard fuit, ou alors vous voyez que l'élève commence à s'agiter. Donc vous êtes là à cet endroit-là pour vraiment rassurer,
accompagner, euh, utiliser un signal non verbal que vous avez convenu entre vous, vous rapprocher de l'élève. euh, Juste se rapprocher peut juste avoir l'effet souhaité. Maintenant, si l'élève est encore calme, vous pouvez rentrer dans la sphère de l'élève, mais il faut faire attention à être très observateur parce que si vous êtes déjà dans la phase d'après, vous risquez que ce soit contre-productif. Quand vous passez dans la phase de développement, vous voyez déjà une plus grande agitation. C'est de l'escalade. Donc vous êtes là à cet endroit-là pour aider, pour adapter, mais aussi parfois pour exiger. On a dit tout à l'heure qu'on ignorait un comportement perturbateur mineur et qu'on récompensait le comportement qui était approprié, par exemple en montrant le voisin d'à côté. Mais on peut aussi dire explicitement à cet élève-là, voilà ce que j'attends de toi. Ne pas lui dire d'arrêter. Hein, de pas dire arrête donc de faire ça, mais plutôt dire ce qu'il faut faire. Voilà ce que j'attends de toi. Et là, c'est nominatif. C'est pas juste la classe. Et lui dire aussi que on voit bien qu'il y a une difficulté et que on peut pas laisser faire ça parce qu'on serait pas un bon enseignant si on laissait faire ça, ou alors qu'on est là pour le protéger et qu'il le sait aussi, et que si l'enfant commence à se mettre en colère, vraiment lui dire que d'abord avoir bien conscience que la colère nous est pas forcément adressée. Hein. C'est pas l'élève est en colère, mais il n'est pas forcément en colère contre nous. Il est en colère et lui dire que la colère l'effraie pas, nous effraie pas, nous en tant qu'enseignants. Si maintenant on se sent pas tout à fait sûr de soi, quand on est dans cette phase-là de développement, parce qu'après ça va aller très très vite et ce sera beaucoup plus compliqué. Si nous en tant qu'enseignants on voit qu'on est OK, qu'on est en fonction de notre état psychologique, de nos connaissances, si on contrôle ses émotions, si on est posé dans nos propos, alors si on contrôle ses gestes et sa parole, alors on peut intervenir. Mais si on n'est pas en accord, enfin je veux dire si on sent que ça bout intérieurement et qu'on risque de ne pas se contrôler, alors il vaut mieux passer le relais. Et il faut, pour des élèves qui pourraient avoir des crises, pour qui on pourrait craindre des crises, il faut qu'il y ait un protocole de crise qui permette de dire, mais à cet endroit-là, ben, je vais chercher l'enseignant d'à côté, ou il y a un élève qui va chercher l'accueil, quelqu'un à l'accueil, pour pas être tout seul, pour pas être vis-à-vis de cet élève qui visiblement heurte quelque chose chez nous qui pourrait nous donner, nous mettre dans une situation où on ne serait plus dans le contrôle de nous-mêmes. Et ça, c'est terrible pour tout le monde parce que ça ne peut que, ça ne peut que qu'engendrer une désorganisation encore plus grande de la part de l'élève et surtout une insécurité. C'est-à-dire si même l'adulte n'est pas en mesure de se contrôler et s'il a peur de moi, alors ça va pas le faire. Donc il vaut mieux qu'il y ait quelqu'un d'autre. Donc cette phase de désorganisation, c'est celle où vous pouvez plus rien faire de toute façon. La seule chose que vous puissiez faire, c'est protéger l'élève, les autres, le cas échéant, le matériel. Vous êtes là pour contenir et c'est à ce moment-là, il faut aller alerter. Quelles que soient les circonstances, il faut que vous alliez alerter quelqu'un d'autre, histoire que, parce que vous avez un groupe, on est dans une situation de groupe, vous ne pouvez pas vous occuper de l'élève et vous occuper du groupe, sinon vous allez mettre en difficulté tout le monde. Puis après, une fois que vous avez alerté, que vous avez peut-être isolé l'élève pour qui c'est compliqué, ou que vous l'avez contenu, vous allez l'empêcher. Vous pouvez le contenir en lui disant, écoute, j'ai vraiment peur que tu te fasses très mal. Moi, ça m'est arrivé de ceinturer un élève parce que je lui ai juste attrapé les bras, je me suis mis derrière, j'ai attrapé les bras et j'ai attendu qu'il se calme, qu'il décompresse. La phase de décompression, c'est un retour progressif au contrôle de soi. On est là pour rassurer, je suis là pour t'aider, je veux bien te lâcher dès que je serai sûre que tu ne te feras pas mal, etc. Et donc, et vraiment verbaliser avec des phrases très courtes, pas être fâché, ne pas dire mais pourquoi t'as fait ça, c'est pas le moment. Le cerveau est pas disponible. Le cerveau, il est en mode alarme incendie. Il peut pas entendre ce qu'on dit, il peut entendre que des mots rassurants en disant je suis là pour toi, tout va bien se passer. Attendre la décompression, puis la phase de récupération. La phase de récupération, elle vient après. C'est le moment où effectivement l'élève, on peut analyser avec l'élève ce qui s'est passé. On peut s'exprimer, on peut réparer aussi, mais souvent ce que je préconise, c'est que ce soit à un autre moment.
en disant, ben voilà, on va laisser ça comme ça. Si tu es d'accord, enfin, je sais pas si tu es d'accord, nous en reparlerons, on prendra un temps ensemble pour en reparler, euh, pour, pour voir les choses. Peut-être que... et à ce moment-là, ce sera le temps d'interroger l'élève aussi sur mais comment ça se fait que on soit arrivé là? Et peut-être qu'il y aura quelque chose de tout bête. Ça pourrait être, par exemple, que sa maman l'a obligé à mettre son bonnet, mais que son bonnet, il a une étiquette qui gratte et que sa maman, elle n'a pas voulu lui découper l'étiquette. Et il est arrivé, il était au bord de l'implosion dans votre cours et que déjà vous étiez dans la deuxième phase, la phase de développement, et que c'était déjà trop tard. Et il ne faut pas toujours vous en vouloir, hein. Vraiment, encore une fois, la colère, elle n'est pas forcément dirigée contre vous, c'est un trop-plein. Et s'il y a un problème de dérégulation émotionnelle, ok. Et puis, parfois, on en est tous arrivés à se fâcher très fort pour des choses qui pourraient sembler anodines pour quelqu'un d'à côté, mais c'est important de savoir que ça peut exister et qu'on est là aussi pour rassurer l'élève en disant que c'est ok, on va y arriver. Donc, quelques clés pour gérer une crise en cours collective. C'est voilà, le tout c'est de bien avoir prévenu. Là, vous avez quelques liens qui sont très bien faits avec des situations, avec des tableaux qui peuvent vous aider si vous avez à gérer ces processus de crise. Et puis, nous avons Pierre Ligné, dont je vous mettrai les coordonnées après, enfin les références après, qui dit que pour quelques clés pour gérer une crise en cours collectif, hein, c'est mieux de gérer une crise, plutôt que de gérer la crise, c'est mieux de l'avoir prévu. Mais bon, voilà, on ne peut pas toujours anticiper tout. Je vous dis, le bonnet qui gratte, vous ne pouviez pas forcément l'anticiper. Mais il peut y avoir, ça peut être très impressionnant aussi. En tout cas, votre rôle à vous, c'est d'évaluer la gravité de la situation et de toujours protéger. Quand on dit je protège, moi l'enseignant, je protège et je protège bien sûr le matériel, mais l'élève en situation de crise et ses condisciples. Ne jamais rester seul, favoriser un retour au calme sans crier, le cas échéant, c'est ce qu'il dit, hein, aider à revenir au calme avec distance. Si vous avez un élève adulte, vous n'allez pas comme le petit Oscar, vous ne pouvez pas le ceinturer par derrière pour l'aider à revenir au calme. Donc il va falloir continuer à parler en gardant une proximité, une distance raisonnable pour pas que ce soit senti comme une agression par l'adulte. Différer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, différer la réponse institutionnelle, c'est-à-dire faites pas d'annonce sur le ah puisque c'est comme ça, tu me recopieras 70 000 fois. Comment est-ce qu'on trouve les tonalités d'une gamme majeure? Non, laissez redescendre la pression et surtout maintenez le lien. Donc ça peut être intéressant d'aller voir comment ça se passe. Euh, je vous donne. Est-ce que vous avez des questions sur la gestion de crise? Parce que je suis allée relativement vite. Peut-être que vous n'avez pas été confronté à des grosses gestions de crise. Si, non. Alors je vois que 6 personnes. Si, il y a quelqu'un qui opine du bonnet. Est-ce que Sophie veut prendre la parole pour... Vous pouvez activer votre micro, hein. Oui, ça y est, c'est fait. Euh, Ah, oui, on a eu une situation de crise au conservatoire parce qu'un élève n'avait pas envie probablement de ne pas faire l'évaluation que j'avais prévue et ça a débordé avant même de rentrer dans le cours parce qu'il avait un atelier juste avant et il ne voulait pas rentrer dans le cours de l'atelier. Il a fallu que j'intervienne alors que c'était pas avec moi, c'était avec mon collègue. Mais effectivement, parce que j'ai des antécédents aussi dans l'éducation nationale, j'ai essayé de gérer la situation en imaginant ce qui avait bien pu se passer déjà avant d'arriver, comme vous dites. Et en fait, c'était pas ça. Mais il était complètement mutique et renfermé sur lui-même. Il voulait absolument pas franchir le seuil de la porte. Et puis, on a essayé de refaire descendre la pression. On a fait rentrer le groupe dans la classe. Et puis il a fini par accepter de rentrer parce que je lui ai fait comprendre qu'il était sous notre responsabilité.
Et ensuite, je l'ai laissé tranquille dans son coin, dans mon groupe. Il s'est installé où il voulait. Je l'avais toujours à l'œil et peu à peu, j'ai essayé de le ramener dans l'activité qu'on était en train de faire. Voilà, Mais il a fallu du temps. Il a fallu laisser redescendre. je pense qu'il y a un problème. Vous avez deux micros ouverts parce que là, votre micro est marqué comme fermé, on vous entend. Donc, à Ah mon oui, avis, j'ai effectivement 2 micros. eh ben, si vous Parce en que fermez un, je on n'aura vois pas que d'Arsène. j'apparais 2 fois sur Ah, votre vous êtes écran. rentré 2 fois. Il faut que vous Mais fermiez un des deux. je sais C'est pas ça. comment je peux fermer l'autre, en fait. Vous cliquez sur les trois petits points, vous quittez. Non, trois petits points, c'est pas ça. C'est pour ça qu'il y avait un Larsen tout à l'heure. C'est que vous êtes 2 fois dans la salle. Donc, Bah, vous chercherez. Là, on ne vous entend plus. Du coup, ça veut dire que vous avez quitté. Donc, peut-être vous réactivez votre micro pour vérifier. Alors, je ne lis pas très bien sur les lèvres. j'ai juste Voilà. coupé mon micro. Ouais, mais vous êtes à 2 endroits. Enfin, c'est pas très grave. On passe à... Mais alors, oui, Oui. parce que je suis à 2 endroits sur votre écran. Vous devez voir Madame Balzar d'un côté et j'ai vu qu'il y avait Sophie et Yann de l'autre. Voilà, c'est ça. Ben, Sophie et Yann, ils ont le micro fermé. Oui. Et Et moi, est-ce que, Jimena, et vous moi j'ai pouvez... le micro ouvert à Madame Balzer. Mais ce que je comprends pas, c'est que si l'autre est fermé, ça est-ce- devrait pas être un problème. Allez-y. Je me permets. Je vais muter tout le monde. Je pense que dès que c'est vrai que peut-être si Agnès elle parle, et c'est peut-être aussi la connexion. Dès qu'on ouvre un micro, ça peut faire des échos comme ça, mais c'est pas si grave. Peut-être qu'on peut avoir la dynamique oui, mais les couper sur un des deux micros, du coup, ça devrait pas faire d'écho. Je sais pas. Bon, attendez. Je vous Je vous remets. Ah, je ne peux pas mettre Si, moi, je peux remettre Agnès le son. maintenant. Je vous en prie, il n'y a pas de souci. Ok, et d'autres situations, donc là, Sophie, elle a géré cette situation-là. Est-ce qu'il y a d'autres situations qui vous reviennent ou est-ce que vous évitez d'avoir, enfin, vous êtes jamais trouvé dans des situations de crise qui peuvent être très impressionnantes? Bonjour. Non. Bon. Oui. Allô? Oui. Oui. Alors moi, c'est une adulte qui me pose problème régulièrement euh, et qui réagit hyper violemment pour les moindres 30 secondes de retard sur un début de cours ou donc en cours collectif avec des enfants, elle a du mal à accepter qu'ils aient du temps enfin qu'ils aient besoin de temps pour monter leur instrument, s'installer, etc. Et effectivement, ça arrive régulièrement, je vais pas dire hyper souvent, mais régulièrement, qu'elle se mette en colère en râlant, en disant que oui, elle paye ses cours pour que ça commence à telle heure et que voilà. Donc régulièrement, je la prends à part pour lui expliquer que, un, c'est des enfants, ils sont tributaires de l'horaire où les parents les emmènent, que s'ils arrivent au début du cours, et ben c'est le début de cours, et que oui, peut y avoir 5-6 minutes d'installation. Mais en fait, la peur, peut-être que j'anticipe trop, mais c'est que j'ai vraiment peur qu'elle finisse par s'en prendre verbalement à un élève directement, à un enfant qui est pour rien. Et en fait, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est arriver réellement à protéger les enfants de ce comportement de cet adulte-là. Voilà, alors jusqu'à maintenant, j'ai toujours réussi à la temporiser, à, à lui faire comprendre, mais régulièrement, je pense que c'est quand il se passe des choses émotionnelles peut-être trop fortes dans sa vie. Elle a des périodes, hein, j'ai remarqué qu'à chaque fois, les périodes de Noël, elle est hyper agressive, ça doit être une période difficile pour elle, ou des choses comme ça. Donc, en général, je me prépare, je fais oula, attention, décembre arrive, on va parler Noël. Il va falloir que je prévienne les petits en disant préparez-vous vite, etc. Mais d'un autre côté, je trouve ça pas juste de conditionner les petits à se protéger des réactions de cette femme-là. Alors après, il y a eu un événement à la rentrée où carrément un élève adulte lui a dit stop,
tu me parles plus jamais comme ça. Ben, elle est redescendue direct. Oui, mais vous voyez, donc on comprend bien souvent quand vous avez à l'orchestre des petits et des grands, parce que c'est une question de niveau et pas une question d'âge, il y a des problématiques parce que on fonctionne pas pareil quand on est adulte et enfant. Néanmoins, ce que vous décrivez là, c'est une personne qui a peu de flexibilité et pour qui l'heure, c'est l'heure. Donc Exactement. effectivement, mais vous l'avez sûrement prise à part pour lui expliquer ça. Néanmoins, pour elle, c'est extrêmement compliqué. Et l'autre adulte a dit, tu ne me parles plus comme ça. Euh, c'est un peu comme dans la communication non violente. Il faut savoir, voilà, tu m'as dit ça, j'ai observé ça. Moi, j'aurais besoin. De quoi j'ai besoin? J'ai besoin qu'on me parle en pensant que en pensant que j'ai toute ma place dans ce groupe-là. Donc, est-ce que tu serais d'accord la prochaine fois pour et vous exprimer comment vous voulez que cette personne le dise? Parce que sinon, à nouveau, elle va se retrouver comme un petit devant un comportement inadapté. Elle ne sait pas si elle a des problèmes de relations sociales, alors, enfin d'interaction sociale, alors elle est incapable d'avoir des phrases qui peuvent convenir. Quand il y a des personnes qui ont un TSA et qui sont petits, on leur fait des groupes d'habileté sociale, on leur apprend à s'exprimer. Et ben c'est un peu ça. Alors ça va au-delà, et on en parlera tout à l'heure, ça va au-delà de l'enseignement musical, mais c'est de l'éducabilité. Hein. Tous les élèves ont cette capacité, enfin, sont éducables, c'est-à-dire leur apprendre que la vie en société, c'est effectivement on ne peut pas tout à fait dire tout et n'importe quoi, et que dans une telle situation, peut-être qu'elle peut avoir 3 ou 4 phrases qu'elle sortent de sa poche, mais qui ne soient pas agressives, ou qui ne soient pas, je ne sais pas moi, où le volume, peut-être elle ne se rend pas compte, mais que le volume sonore est très haut, parce que peut-être elle a attendu, elle en est en haut de sa crise à elle, et donc quand ça sort avec beaucoup de virulence, par exemple. En tout état de cause, ça mériterait de, de redonner un cadre clair à tous et pas seulement à l'adulte. Donc vous voyez, on arrive en différé, le cours, la porte elle s'ouvre à 5 heures parce que c'est l'heure à laquelle je finis mon cours, mais on sait bien que jusqu'à 10 il va arriver des élèves et on ne se mettra à jouer véritablement qu'à partir de 10. Donc ça peut être entre pile et 10, c'est le moment où vous accordez vos instruments, vous sortez votre instrument, le cas échéant, vous me faites part de difficultés que vous avez rencontrées à tel ou tel endroit, vous vous assurez d'avoir vos partitions, vous allez les chercher si nécessaire. Donc c'est un cadre. Et cet adulte, elle a besoin de cadre pour être rassurée. Et effectivement, lui dire que ça fait partie du travail instrumental. Et que, quand il y a un grand orchestre qui s'installe, forcément, il s'installe, ça prend du temps. C'est pas magique. Et que donc, ils sont tous censés être là. Et que on a chacun ses contraintes. Les élèves, quand ils sortent de cours, les parents peuvent pas les déposer avant 10. Donc, on va faire avec. Mais on va faire collectivement avec. Et c'est pas juste pour vous embêter, vous. Vous voyez, faut resituer dans le contexte aussi. Et effectivement, peut-être revenir sur, ben voilà, un tel vous a dit ça la dernière fois. Euh, Effectivement, ce serait bien qu'on voit ensemble quelle phrase vous pourriez lui dire quand vous vous sentez pas bien, quand vous sentez qu'il y a qu'il y a trop de bruit. Peut-être aussi qu'elle est très sensible au bruit et que l'environnement sonore est compliqué et qu'on sait bien quand il y a des enfants qui s'accordent très rapidement. On a la tête comme une citrouille et que les premières 10 minutes sont très compliquées. On peut dire aussi qu'elle va s'accorder dans une pièce à côté et elle ne vient qu'à 10 pour s'asseoir et jouer. Il y a plein d'idées. Après, nous, on est artistes, donc on va trouver des idées suivant les circonstances pour répondre à ses besoins. Mais visiblement, elle a un besoin. Et tant qu'on n'aura pas entendu son besoin, elle aura des comportements qui seront inadaptés. Je sais pas Agnès, si... je me permets. Bien Ah, sûr. pardon. Mais si, Il y a un allez-y. commentaire sur le Oui. chat de Josué. Il nous dit, Ah il faut oui, aussi se dire que on n'est pas certains thérapeute, comportements. hein. On n'est pas thérapeute, Ah, donc on n'a pas à travailler sur les traumas. Nous, on est là dans l'ici et maintenant. Comment est-ce qu'on fait pour que, dans le cadre du groupe, tout le monde puisse trouver sa place? Donc effectivement, peut-être ça vient d'avant, et ça, c'est pas de notre ressort. Mais de ce avant,
qui génère des choses, il faut qu'on puisse en être conscient pour faire en sorte que ce soit le plus gommé possible. Si cette personne vient d'Ukraine et qu'elle a subi des bombardements, dès qu'il y a le sifflement à midi, peut-être elle a peur. Et c'est inconscient. Et voilà. Donc, on va essayer de pas la mettre de midi de 11h30 à midi et quart, par exemple. On essaiera de lui trouver. Voilà. On peut rien faire et on peut pas la soigner. On n'est pas thérapeute, mais simplement, on peut être au courant de ça et de s'ajuster de sorte vous savez, dans l'idée des 80%, de répondre à 80% des besoins, on va essayer de faire en sorte que dans ce groupe-là, ça se passe au mieux pour tout le monde, avant d'être obligé de cibler pour elle. Là, pour tout le monde, c'est que on a remis le cadre au clair, on dit que de toute façon, il faut que tout le monde soit assis, instrument accordé à 10, et que pour elle, quelque chose de plus ciblé, si c'est trop, du point de vue du volume sonore, trop compliqué, alors elle va s'accorder à côté et elle arrive à 10 pour s'asseoir comme les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, alors, Oui. non, non, j'écoutais avec grande attention. Mm. Alors, ce qui me rassure, c'est que la plupart de ce que vous proposez a déjà été mis en place. C'est-à-dire que on s'est mis d'accord avec les enfants. Ils ont pour challenge d'être effectivement prêts, tous à 10, prêts à jouer avec leur partition. Le volume sonore, a priori, ne la gêne pas. C'est juste, en fait, on a un petit percussionniste qui est comment dire, qui tape avec beaucoup d'enthousiasme sur sa batterie quand c'est le moment. Mais donc, régulièrement, on lui redit, attention, faire de la musique, c'est aussi écouter ce qui se passe devant et pas couvrir tout le groupe. Puis ça fait partie aussi de la formation du plus jeune. Effectivement, cette femme-là a des traumas à l'appel, dont je suis au courant, voilà, et que effectivement je ne peux pas régler. Elle est suivie, voilà. Après, Alors, déjà, c'est super d'avoir mis tout ça en place, et puis visiblement, vous êtes au courant de ce qui est traumatique pour elle. Maintenant, vous venez de dire quelque chose de très important, elle est suivie. Donc ça vaut le coup peut-être pour cette personne-là, c'est vraiment les 5% au-dessus, c'est de travailler avec la personne qui la suit pour savoir comment est-ce qu'on peut faire. Vous voyez ce que mais je veux dire? d'accord, mais C'est moi je connais pas son thérapeute. Enfin, je sais qu'elle consulte, mais je connais pas son thérapeute. Je sais pas si je peux lui demander ce genre d'informations. Ah Ça ben me vous paraît. êtes obligé de passer par elle. D'accord. Bah, vous lui dites, écoutez, voilà, là, on est arrivé à un endroit où c'est inconfortable pour vous, c'est inconfortable pour le groupe, c'est inconfortable pour moi, il y a une difficulté. À partir du moment où il y a un inconfort dans les trois paramètres de l'élève, du groupe ou de l'enseignant, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un grain de sable dans les rouages. Et donc là, voilà, on a mis le cadre, on a proposé des aménagements. Maintenant, je me sens démunie, c'est plus de mon ressort, il faut un accompagnement individualisé. Est-ce que vous seriez OK pour en parler avec votre thérapeute et puis qu'on voit ensemble il y a des choses qu'il pourrait me proposer qui vous aideraient? D'accord. En lui rappelant que vous n'êtes pas thérapeute et que Ah donc oui. il faut travailler sur les partenariats. Mm. Mais parce que après, en plus, au niveau de son passif, je sais qu'on est déjà la troisième structure ou quatrième structure où elle est inscrite, parce qu'en fait, elle s'est fait refouler des autres. En fait, ils lui ont dit, Mhm. on veut plus, on peut pas gérer, c'est trop problématique, quoi. Alors, souvent les adultes en plus, alors nous, enfin, je fais un tout petit pas de côté, on a toujours l'impression qu'il y a une émergence, une recrudescence d'élèves avec des troubles du neurodéveloppement, hein, que ce soit des TSA, des TDAH, des troubles de l'attention, des troubles des apprentissages, on ne parle que de ça, mais c'est simplement parce que les sciences ont fait des progrès et qu'on a pu voir émerger des choses. Mais s'il y a des enfants, et enfin, la proportion scientifique, scientifiquement parlant, la proportion n'a pas changé. Il n'y en a pas plus. Oui, ça, j'entends. D'accord? Donc ça veut dire que parfois, il y a des adultes qui sont pas bilantés. Ah bah, voilà, ça me surprend pas. Ça me surprend Voilà. pas. Et C'est donc vrai que peut-être qu'il y a autre chose que je sais pas quelle sorte d'accompagnement elle a, mais peut-être que ces traumatismes peut-être pourraient être expliqués par un câblage neuronal différent et que du coup il faut travailler sur ses fonctions exécutives. Vous voyez ce que je veux dire? oui, je vois.
c'est une question de, je sais pas, d'organisation, c'est une question d'être capable de flexibilité. Visiblement, elle a des difficultés de flexibilité, cette Ah dame. oui, parce que même se décaler d'une chaise, c'est problématique pour elle. Donc, Donc voilà, donc dire que effectivement vous êtes au courant qu'elle a été rejetée d'un certain nombre d'établissements et que du coup vous voudriez bien que c'est un challenge pour elle et pour vous de faire, pour l'établissement, de faire en sorte qu'elle ait toute sa place. Mais toute sa place, il y a un moment, et c'est aussi pour ça parfois qu'il y a des référents handicap, enfin que le ministère en tout cas préconise des référents handicap avec maintenant une fiche de mission un peu plus un peu plus conséquente. Avant, ils avaient préconisé, mais ils n'avaient rien dit des missions du référent handicap. Et il doit absolument travailler en partenariat. C'est-à-dire que l'élève, il vit ailleurs, il a d'autres interactions et qu'on est plus fort à travailler ensemble. oui. Voilà. Mais encore une fois, je parle de façon tout à fait générale. Je connais pas la problématique de votre élève et puis en tout état de cause, vous pouvez absolument pas prendre contact avec les gens qui gravitent autour d'elle sans c'est elle qui décide. Ah oui, non, mais tout à fait. Moi, je sais juste, d'ailleurs, je vois un commentaire. En fait, moi, je sais qu'elle est suivie parce que c'est elle qui m'en a parlé, hein. Euh, en Oui, oui, vrai, je tout lui ai à fait. même Mais ça veut demandé. dire aussi qu'elle a confiance en vous pour pouvoir l'avoir dit. Je pense, oui, mais Et en fait, là, j'en suis à un stade où, en fait, j'entends son mal-être et effectivement, j'ai vraiment envie qu'elle aille bien et que ça se passe bien, mais je pense surtout, en fait, c'est un stade où je pense surtout à la protection des plus des plus- jeunes qui après, c'est pas adressé forcément à un élève en particulier, mais que ce comportement-là sur le bien-être des plus jeunes peut quand même oui. peut poser souci, quoi. Parce qu'après, des fois, juste, elle rumine dans son coin, elle râle. Enfin, c'est pas adressé à quelqu'un. Oui, Euh, mais ça veut dire qu'il y a un malaise pour elle c'est ça. aussi. Et donc, voilà. Et peut-être revenir sur la phrase que l'adulte lui a dit. Les enfants, ils oseront pas dire, mais pour eux, c'est compliqué. Et vous, vous êtes garant de la sérénité de votre cours. C'est ça qui est Exactement. important. Mhm. Et il faut lui faire dire en disant, il faut qu'on trouve des solutions ensemble. Alors, il y a eu des réponses, hein, des chartes de déroulement des cours collectifs. Discussion ouverte avec elle, entendre ce qu'elle voudrait. Quand elle rumine, c'est qu'elle veut dire quelque chose. Et alors peut-être, est-ce que vous seriez OK pour me raconter qu'est-ce qui s'est passé pour vous à ce moment-là? Comment ça s'est passé dans votre tête? À quoi vous avez pensé? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donnez-moi des pistes. Parce que, alors, il y a quelqu'un dans le chat qui disait tout à l'heure, et c'est tout à fait vrai, on n'a pas à savoir ce qui se passe pour l'élève. Oui, Le oui. secret médical, c'est le secret médical. Maintenant, s'il y a un partage d'informations avec le référent handicap, c'est OK aussi, ça veut dire qu'il y a une relation de confiance. En tout état de cause, je voudrais que vous gardiez ça bien en tête. Un même handicap peut avoir plusieurs besoins, un besoin peut répondre à plusieurs handicaps. Donc, arrêtons de parler en termes de handicap. Lui, il a ça, une étiquette. Lui, il a ça, une autre étiquette. Non. La personne qui a un trouble sévère du spectre de l'autisme peut avoir des besoins effectivement de problèmes de sensorialité. Mais c'est vrai aussi pour le trouble de l'attention. Donc, on répond aux mêmes besoins pour deux pathologies différentes. C'est pour ça que si vous pensez au préalable les 80%, vous verrez même plus qu'il y a des étiquettes de diagnostic. Vous voyez, je ne sais pas si je suis à peu près claire. On va avancer un peu. Vous regardez dans le chat, il y a Dominique donc, qui a fait des... Du coup, si la personne refuse de comment gérer la situation, c'est vraiment un deal. On est là pour construire quelque chose. Vous, vous êtes en tant qu'enseignant garant de la sécurité de tous et de la sérénité de tous. Si c'est pas OK pour vous, il va falloir qu'on trouve des solutions et c'est pas négociable. C'est aussi pour ça que peut-être dans votre établissement, il y a un référent handicap, c'est plus facile. En même temps, peut-être c'est tout à fait cette dame-là, disant, il faut la valoriser sur, oh, vous avez tenu 5 minutes sans râler, ça c'est super bien. Enfin,
faut peut-être pas le dire tout à fait comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire? Lui montrer ce qu'on attend d'elle. Tiziana, je salue Tiziana que je connais parce que c'est la seule du peu d'écran que j'ai et que, et que je reconnais. Donc je la salue et elle souriait aussi. Euh, oui, on peut aussi essayer l'humour, mais sauf que si cette personne, elle a peut-être quelque part des, des difficultés qui s'apparenteraient à un trouble du spectre de l'autisme, elle n'a peut-être pas, euh, elle ne maîtrise peut-être pas le second degré. Et donc, si elle ne maîtrise pas le second degré, l'humour, ça marche pas. Ou alors, il faut un apprentissage. Mais si c'est une adulte, ça demande du temps. Les enfants, ils apprennent, hein. On- bonjour Dominique. J'en ai reconnu une autre. Sophie. Comment fait-on quand on se retrouve avec plusieurs élèves qui ont une difficulté différente, en fait, et qui ne traduisent pas de la même manière? C'est pour ça que... Ou par relais, en fait. Oui, ça c'est bien. Je veux bien que vous fermiez votre micro. Merci beaucoup. En fait, c'est répondre à 80%, c'est justement éviter que ça parte dans tous les sens. Ça, c'est une première chose. C'est-à-dire, si on sait que un tel, il a des difficultés de concentration, il a une grande distractibilité. L'autre, il a des problèmes les néons dans la salle, c'est juste l'horreur. Et le troisième, il peut pas être, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux dire, il peut pas être près du batteur parce que ça fait trop de bruit pour lui. Donc, vous aménagez votre espace comme ça. Vous pensez à demander des néons qui clignotent pas, vous mettez des LED et vous mettez pas le gamin qui a des troubles de l'attention du côté de la fenêtre. Donc, vous les avez pensés au préalable, ces 80%, de sorte que vous avez moins besoin de vous en préoccuper. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est qu'il y a un nombre limite de personnes avec des troubles du comportement dans un même groupe. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, l'année dernière, j'avais un groupe de 12 élèves, et sur les 12 élèves, j'en avais 7 qui étaient avec des difficultés, des troubles des apprentissages, des troubles du neurodéveloppement qui impactaient les apprentissages. 7, c'est trop sur 12. C'est pas possible. Il faut un tiers, un quart, un tiers, mais pas plus. Ce que moi j'appelle les gentils patouilleurs, vous pouvez pas en avoir trop. Si vous en avez trop, c'est de l'inclusion inversée et vous pouvez pas répondre à tous. Parce que ils peuvent avoir besoin de réponses plus ciblées, faire partie des 15% de la pyramide. Et vous pouvez pas, ou alors il faut plusieurs enseignants. Là, vous pouvez aussi mettre en place des, euh, des, euh, des cours à plusieurs enseignants. Vous avez peut-être un peu plus d'élèves, mais vous avez plus d'adultes. Et tout de suite, ça change les choses. Moi, ce que je raconte souvent, c'est que dans mes cours de FM, pour les petits, pour les premiers cycles, et puis après le pli est pris, si les parents sont disponibles, ils peuvent venir à mon cours avec trois restrictions. La première, enfin trois conditions. La première, c'est de venir régulièrement. La deuxième, c'est d'apprendre au même titre que les enfants. Et la troisième, c'est surtout pas s'occuper de leurs gamins. Mais le fait qu'il y ait des adultes dans la classe, je peux vous dire que ça change l'ambiance d'une classe. Et effectivement, je ne leur demande pas d'être l'enseignant. Je leur demande de jouer le jeu. D'abord, ils se rendent compte que c'est pas si simple que ça d'apprendre la musique. Je veux dire, toi, t'as pas encore révisé ton truc, etc. Euh, Ils s'occupent pas de leur enfant. Et ça, c'est un soulagement pour eux aussi. Ils voient qu'il y en a d'autres qui, voilà. Et puis, ils font des progrès aussi. Ils apprennent aussi comme les autres. Et l'avantage, c'est que quand j'ai besoin quand même d'un adulte, est-ce que vous pourriez aider Arthur à sortir ses affaires parce qu'elles sont encore dans son sac? Le parent, il le fait. Et c'est des choses qui viennent assez souvent. Dominique qui dit, je crois qu'elle est actrice de progrès possible dans le déroulement du cours, elle ne refusera pas. Voilà, il faut qu'elle se sente impliquée et que ça la motive aussi. Merci Je me Dominique. permets juste d'intervenir en tant que directrice de la structure où travaille Madame Balzer. On n'a pas toujours connaissance de la part des parents d'un souci ou d'un trouble du comportement. Et souvent, on est confronté aux crises avant même de savoir que l'enfant a ce problème. Donc ça, c'est très délicat. Et notamment, je reviens sur l'élève dont a parlé Madame Balzer. Il s'est produit encore un autre souci après, puisque dans l'atelier, à un autre moment de l'année, il a étranglé un autre élève. Donc, j'ai dû intervenir, voir les parents. On en a bien discuté avec l'enfant et avec les parents. Et là, j'ai appris que l'enfant avait, en plus d'un TDAH, des troubles comportementaux et de l'agressivité.
Et ça, eh ben, c'est compliqué de le savoir après coup. Bon, il est traité, hein, mais justement, on a essayé de parler d'une adaptation avec leur thérapeute du traitement qu'ils prenaient le matin, mais qui ne faisait plus effet au moment du cours de formation musicale collectif. Et donc, voilà, visiblement, les choses sont rentrées dans l'ordre, mais du coup, on a choisi avec les parents et l'enfant de retirer cet enfant des cours collectifs pour le moment, en attendant de voir comment il gérait la situation à la maison, Ouais. etc. Alors, il y a des. Alors, effectivement, merci beaucoup de cette intervention. C'est très, très compliqué de savoir pourquoi, parce que les parents, ils ont déjà du mal à l'école. Ils se disent, allez, ça va le faire à l'école de musique. En plus, si je leur dis, si ça se trouve, ils vont pas vouloir me le prendre. À l'école, ils sont obligés, mais là, ils vont pas vouloir me le prendre. Il faut savoir que les parents, euh, c'est lourd pour eux aussi. Donc voilà. Donc il y a cette première problématique. Une fois que c'est classique pour les TDAH que la Ritaline ne fasse plus effet le soir. Donc plutôt que plutôt que de le retirer, on peut aussi imaginer le changer de cours. Il y a des cours le mercredi matin peut-être, ou des choses comme ça, où le médicament fasse de l'effet. Moi, j'avais un gamin comme ça. Il passait son temps à patouiller, à tripotouiller, machin truc. Et à un moment, je lui dis, écoute, je suis désolée, Léon, je vais te prendre ta trousse, je la pose sur le piano, je te la rends après. Mais moi, j'ai besoin de silence et toi, avec ton bruit de crayon, je n'y arrive pas. Il s'est mis à fondre en larmes. Donc, je vais voir la maman après en disant, je suis vraiment désolée, j'ai fait pleurer Léon parce que je pouvais pas faire court. Pour moi, c'était très compliqué ce bruit de fond. Et la maman elle dit, oui, mais c'est normal, il est 5 heures, la Ritaline ne fait plus d'effet. Je dis à la maman, ben oui, mais l'année prochaine, il faudra absolument qu'il soit dans un cours le matin. D'abord, si vous me l'aviez dit, j'aurais mon intransigeance aurait été baissée et j'aurais mis une stratégie en place qui est que tout le monde pose sa trousse sur le piano en rentrant et vous allez chercher le crayon dont vous avez besoin au moment où on a besoin d'écrire quelque chose. Et comme ça, c'était pour tout le monde. Il n'y avait pas de discrimination. Et j'ai répondu à la problématique de Léon qui tripatouille ses stylos. Voilà, il y a plein de choses à mettre en œuvre. C'est vrai aussi que d'avoir un référent handicap, ça peut aider. Je vois quand même l'heure qui tourne. Je voudrais vous donner encore quelques petits trucs et puis après on va laisser. Juste une Sophie. chose, on peut aussi donner un objet qui fait pas de bruit dans les mains. Bien sûr. Donc quand on le sait avant, c'est mieux. Mais moi, je voulais parler à nouveau de l'élève dont on a évoqué le cas tout à l'heure. C'est un élève qui est tout le temps dans la résistance. Parce qu'en fait, il n'est plus dans les cours collectifs d'atelier, mais je l'ai toujours en FM. Et ça a été un problème dès le départ. Il est toujours en retard par rapport aux autres pour faire les choses. Il sort ses affaires en retard. C'est comme s'il faisait exprès de ne pas faire les choses en même temps que tout le monde. Vous vous souvenez de ce que j'ai raconté tout à l'heure? Que quand il y a un comportement, c'est forcément qu'il y a une fonction. Et bien ça, c'est peut-être, on peut imaginer, j'émets l'hypothèse, mais j'en sais rien, je connais pas le gamin, je connais pas la situation, c'est une fonction d'évitement. Il veut pas aller en FM. Vous savez, d'autant que peut-être vous commencez systématiquement par 10 minutes de lecture de notes. Et lui, la lecture de notes, c'est juste pas possible. Parce que en plus, il a un trouble neurodéveloppemental, il voit pas bien les lignes. Donc pour lui, c'est une galère, il se sent en échec. Et est-ce que c'est agréable de se sentir en échec? Non. On préfère savoir pourquoi on est puni. On est puni parce qu'on est en retard, parce qu'on n'a pas sorti sa trousse. Donc ça, c'est recevable pour le gamin. Il sait pourquoi il se fait engueuler. Alors que s'il était devant les autres et il n'y arrivait pas, peut-être ça mettrait son ego à mal. C'est toutes ces choses-là. Alors, vous me faites une transition toute trouvée, parce que je suis partie dans le mauvais sens. Je vous propose vraiment d'utiliser des grilles d'observation. Des grilles d'observation du comportement, en essayant de noter le maximum de choses. C'est pour ça aussi que parfois le référent handicap, il est pas mal, parce qu'il vient assister au cours, et il prend des notes. Parce que vous, quand vous êtes dans votre cours, vous pouvez pas, vous vous souvenez pas de tout. Moi, c'est vrai que j'avais pris l'habitude ponctuellement de faire des enregistrements des gamins, en leur disant que c'était pour moi, pour voir comment je travaillais, etc. Et ça permet du coup de visualiser un peu mieux comment fonctionne le gamin, et peut-être de repérer un antécédent qu'on n'aurait pas imaginé. Figurez-vous que Gontran, quand il monte au rideau, c'est simplement parce que Leïla, juste à côté, elle a un crayon hyper bien taillé et qu'elle lui enfonce dans les côtes. Parce qu'elle supporte plus qu'il soit toujours en retard. Donc elle a réagi à sa manière à elle. Et ça, vous l'avez pas vu parce que vous étiez en train d'écrire la date au tableau. J'en sais rien. Vous voyez, j'imagine. Voilà. Donc, tout ça, c'est intéressant de faire émerger des hypothèses de
qu'est-ce qu'il y avait avant, combien de fois il y a eu le comportement, et qu'est-ce qu'il cherche finalement, quelle est sa fonction, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour répondre à ce comportement-là. Et donc, vous voyez en bas des compléments d'information avec l'élève, ses parents et les points d'appui. Et 52, je vous montre, je vous ai mis, voilà, je vous laisserai regarder, mais l'enseignement explicite dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment important parce que vous avez l'enseignement explicite. Alors, peut-être vous en avez déjà entendu parler de l'enseignement explicite des apprentissages. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut avoir l'enseignement explicite des comportements aussi, et que la gestion des apprentissages, c'est de l'instruction, hein, c'est de l'enseignement tel que nos missions sont définies, mais que la gestion du groupe, ça a toute sa part aussi, et c'est de ce que je disais tout à l'heure, l'efficacité éducationnelle qui est efficace. Et c'est la conjonction des deux qui vous permet de faire un enseignement efficace. Si vous êtes super balèze pour enseigner et transmettre, mais que vous avez une classe qui met le souk, vous n'arriverez pas. Si vous avez une classe très très sage, mais que vous n'avez pas réfléchi à comment vous allez leur expliquer les trucs, ils auront beau être sages, ils n'apprendront pas plus. Donc vous voyez que c'est la conjonction des deux, du comportement, des apprentissages et de la gestion de groupe qui va vous permettre d'être les profs exceptionnels que vous êtes. Et vous le faites déjà de façon, souvent comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, vous faites déjà des choses. Simplement, je vous redonne le cadre. L'enseignement explicite, c'est pas compliqué. Il y a 3 phrases. Il y a la phrase de modelage. C'est la phrase très importante. C'est la phrase où vous êtes l'exemple. Vous dites à haute voix comment vous fonctionnez. Je vais reprendre cette idée de trouver les tonalités avec 3 dièses à la clé. Je le dis à haute voix, voilà comment je fais. Je suis devant ma partition et ma question c'est quelle est la tonalité de ce morceau. Je vais regarder s'il y a des altérations à la clé ou pas. Et je note, regarder à la clé. Après, je regarde si c'est des dièses ou des bémols. Regardez si c'est des... Je fais un pas à pas, la plus petite tâche possible, et je l'explicite à haute voix. Après, la deuxième phase, c'est la phase de pratique guidée. C'est-à-dire, vous avez donné une checklist, ou en groupe, ou individuellement, ou avec des adultes, vous leur demandez, en tout cas l'enseignant est là à disposition des élèves, il accompagne le travail des élèves avec la checklist. Et l'élève, il voit qu'en suivant le pas à pas, il ne se trouve pas en situation d'échec. Donc, il aura peut-être moins envie de traîner pour sortir sa trousse parce qu'avec la checklist, il sait où il doit aller. S'il a un problème de planification, s'il a un problème de mise à la tâche. Bon. Et la dernière, c'est est-ce qu'on peut désétayer, est-ce qu'on peut progressivement enlever la checklist? Est-ce qu'on peut grouper les consignes? Est-ce qu'on peut, etc. Et c'est ça qui permet à l'élève d'être autonome dans ses apprentissages. Et qu'on n'a pas des élèves qui vous disent, on fait un relevé d'accord, et vous leur demandez, est-ce que ça a marché? Et l'élève, il dit, mais j'en sais rien, moi, je ne sais pas si j'ai réussi ou pas réussi. Donc, il n'a aucun point de repère. Alors que si on a modélisé la chose, on dit ce qu'on attend, et on lui donne une checklist, il sait s'il a bien répondu. À cet endroit-là, je sais que j'ai trouvé une note sur les 3, et qu'après, j'ai écouté les intervalles de la note que j'ai trouvée avec les autres, et je suis prêt à 80%, je suis à peu près sûr de ma réponse. Donc, il a de quoi s'auto-évaluer aussi, et c'est très important, et ça donne de la... Comment on appelle ça? Ça donne de la confiance en soi. Et après, ils aimeront la formation musicale. Donc, vous avez plein de vidéos, si vous voulez regarder. Et puis, voilà, je vous ai retrouvé une infographie sur les antécédents et comportements et les conséquences. Vous les regarderez, je vous montre tout ce qu'il y a là. Il y a des liens. Tous ceux qui ne sont pas soulignés, c'est que vous pouvez pas y aller, mais il y en a qui sont téléchargeables. Donc si ça vous intéresse, surtout vous n'hésitez pas à y aller et à les regarder. Vous vous souvenez aussi que je suis personne ressource auprès de Mèche. Si vous avez des questions, il y a un service après-vente, vous n'hésitez pas à m'appeler. Et maintenant, il nous reste quelques minutes, j'arrête le partage pour prendre d'autres questions. Je suis désolée pour la fin qui a été un peu rapide. De toute façon, ce sera pour aller plus loin, c'est pour vos vacances.
Voilà, vous aurez la fin pour ceux qui sont partis. Du coup, il n'y a plus de questions du tout? Tout au début, en fait, Janine avait fait une question en réponse au premier commentaire de Josué. Elle Ouais. disait, suite au message de Josué, je me pose aussi la question sur la chance de réussite en école de musique, de pouvoir identifier l'antécédent qui peut aussi être lié au contexte familial. Ah oui, ça c'est sûr. Et là, on va pas pouvoir faire grand-chose. Simplement dire que on peut l'entendre, mais si maintenant, enfin, je veux dire, l'élève peut vous le dire. Moi, si vous savez que par exemple les parents se séparent, l'élève il est plus disponible pour les apprentissages. Il peut pas tout faire. Son cerveau il est pris par d'autres choses, d'autres problématiques plus importantes. Donc effectivement, si vous êtes au courant de ça, qu'il y a des difficultés familiales, vous pouvez dire, écoute, je l'entends, mais on va dire que, et c'est pour ça que les rituels sont bien aussi, tu passes le pas de la porte, je prends la température de chacun, comment vous allez, comment vous vous sentez, mais c'est un tour de table très très rapide, et après, on est là pour faire de la musique ensemble. Et après, bon, quand tu ressors avec des problématiques. Mais ici, c'est un lieu, sérénité, c'est un mot un peu galvaudé, mais c'est un lieu où tu peux te poser et tu peux faire autre chose. Et vous pouvez laisser vos bagages à la porte. J'ai l'impression que, oui, Janine. Euh, oui, dans le même ordre d'idée, je veux dire, si un enfant grandit dans un environnement où le nom est le mot roi, je veux dire, fais pas ci, fais pas ça, alors ils viennent chez nous pendant 1 heure, voire 2 heures. Alors, c'est 1 heure ou 2 heures, bien entendu, de positivisme et tout ça, ça lui fera que du bien. Mais est-ce que ça peut avoir un impact positif à long terme sur l'enfant? C'est Mais vraiment, bien sûr. est-ce qu'il arrive à basculer, à faire la C'est- bascule entre le monde du non et le tout petit monde du oui qu'on lui offre. Alors, j'ai deux choses à vous dire. D'abord, c'est comme les enfants dont les familles sont bilingues. Il sait très bien, moi j'ai une petite fille, elle parlait couramment allemand. Elle sait très bien qu'avec moi, elle peut faire 3 mots d'allemand, mais pas plus. Mais elle me parlait en français. Donc les enfants, très très rapidement, dès toute petite, elle savait à qui elle devait s'adresser en allemand, à qui elle devait s'adresser en français. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est aussi une question de... Alors c'est Cyrulnik qui dit ça, c'est une question de résilience. À cet endroit-là, il a vu que ça pouvait fonctionner avec d'autres. Et que c'est montrer aussi qu'il y a d'autres modèles. Et qu'il s'en souviendra, c'est une petite graine. Alors ça, peut-être il est petit, peut-être ça servira pas tout de suite, mais il s'en souviendra. Vous vous souvenez pas d'un enseignant qui vous a marqué dans votre scolarité? Eh ben c'est celui-là, qui au lieu de dire toujours non, disait oui, on peut essayer. Donc ça vaut le coup. Je Euh, me permets mais bien de sûr. dire seulement que on a un prochain webinaire le 28 avril à 10 heures sur les troubles 10 cette fois-ci. Vous êtes tous les bienvenus. Vous avez seulement vous inscrire pour avoir le lien. Et puis, avec Mesh, on est en train d'organiser des formations en intra et parfois on organise ce type d'action qu'on peut faire financer par Uniformation ou d'autres OPCO. C'est une ressource précieuse et sincèrement, les formations de Mesh sont exceptionnelles. On peut si jamais vous êtes intéressé, je suis la personne à qui contacter. Je vous remercie s'il y a des derniers commentaires, Je peux mais rester quelques instants en plus si vous voulez. et c'est déjà l'heure, oui. Il y a beaucoup de remerciements, Agnès, Bon, mais c'est à vous. super. Eh ben, je souhaite, Oui. oui, il y en a qui sont pas en vacances et qui partent travailler. Merci de votre présence, merci de vos interactions, hein, parce que je me suis pas sentie toute seule à déverser les choses. Et puis, encore une fois, mais je reste à votre disposition si vous avez des questions plus précises. Et je serais ravie de vous revoir pour pour un webinaire sur les troubles 10. J'essaierai d'être un peu moins speed. Bonne fin de journée à Merci tous. beaucoup, Agnès. Merci. Et De merci à rien. tous. Au À très revoir. bientôt. Au Merci revoir. tout le monde, à bientôt. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Oh, merci.
c'est très difficile parce que je ne voyais que 6 personnes. Donc,